Ok, bonjour à tous. Merci de votre présence. On va parler aujourd'hui de l'accélération de l'adoption de l'hydrogène et comment accélérer la courbe d'apprentissage de l'hydrogène pour avoir le coût le plus bas possible, le plus rapidement possible, grâce notamment à l'automation, c'est-à-dire tout ce qui va concerner la chaîne d'automatisme et de mesure et de contrôle de la chaîne de valeur complète de l'hydrogène. Donc, je m'appelle Jérôme Desmoulières, je suis un responsable des ventes et du marketing chez Emerson en France. Merci Jérôme, bonjour Nicolas Marty, donc je suis en charge du business développement pour les énergies alternatives en Europe avec un gros focus pour l'hydrogène. Donc Emerson, c'est une société américaine dont le siège est basé à Saint-Louis, dans le Missouri. On fait à peu près 17 milliards de chiffres d'affaires. On est 86 000 employés dans le monde et on a plus de 200 usines de fabrication qui fabriquent nos produits qu'on délivre partout dans le monde. On a le portfolio d'automation le plus large du marché, de l'instrumentation au système de contrôle commande jusqu'aux vannes de régulation, de sectionnement, aux organes de pilotage. Et on a une politique en 3 piliers concernant le développement durable. Donc le greening off, qui est ce qu'on s'applique à nous-mêmes, c'est-à-dire la réduction de 20% de nos gaz à effet de serre au niveau de nos propres usines, de nos propres bâtiments, etc. Le greening buy, c'est comment accompagner nos clients avec notre portfolio dans leurs propres objectifs de décarbonation et de développement durable. Et le troisième pilier, c'est le greening with, où là, on travaille avec des universités, avec des startups industrielles, avec nos clients historiques pour co-développer les produits qui manquent à cette nouvelle filière hydrogène. Bon, sachant que l'hydrogène, c'est une vieille molécule, mais qui a de nouveaux usages. Donc pour tous les nouveaux usages, on développe et on co-développe des produits. Et on verra que ce n'est pas que des produits, mais c'est également du software, par exemple. Donc, historiquement, Emerson travaille avec les end-users, les clients finaux dans l'industrie du pétrole, du gaz, les terminaux méthaniers. On travaille depuis les années 2000 sur les FPSO, FLNG, tout ce qui est transport maritime de gaz liquéfié, les plateformes en mer, etc. Avec la chaîne amont également, tout ce qui est chimie, pétrochimie, raffinage, production de gaz industriel. On travaille avec des sociétés comme Total, Air Liquide, Linde, Air Product, Engie, etc. Et puis également, on est très présent dans le power. Donc, par exemple, sur les centrales nucléaires, on a des vannes qui gèrent la sécurité au niveau des îlots nucléaires. On travaille aussi avec EDF sur des centrales à gaz à cycle combiné. Et puis également, on est présent dans l'automobile, le dessalement d'eau de mer et la pharmacie. Donc on a une bonne vue, je dirais, des utilisateurs de l'hydrogène et on fabrique de l'hydrogène avec nos clients depuis des années. Et donc notre cœur de métier, c'est le contrôle de process continu, c'est-à-dire des usines qui tournent 24/24 ou qui tournent par batch. Ce qu'on apporte, c'est le contrôle et la sécurité des procédés de fabrication, mais également du personnel sur site, et puis de plus en plus de l'environnement, avec notamment des systèmes de contrôle des émissions, de gestion des émissions, des Energy Management Systems en anglais. On a également beaucoup d'applications autour de l'énergie. Et on a donc toute une gamme de produits donc, qui vont de l'instrumentation, je le disais tout à l'heure, tout ce qui est mesure de pression, température, débimétrie, analyse gaz, analyse liquide, chromatographe, etc. Les systèmes de contrôle commande et de sécurité pour équiper les salles de contrôle, faire l'automatisme à proprement parler des systèmes. Et puis ensuite tout ce qui va être organes pilotants, les vannes, les électrovannes, les vannes de sectionnement, les soupapes de sécurité, etc. etc. Donc l'hydrogène, ce n'est pas nouveau, on en fait déjà depuis des années. Et sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène qu'on ne va pas vous décrire ici, Nicolas va vous montrer ce qu'on fait. Donc tout le monde connaît cette chaîne de valeur, de la production, distribution, stockage, transport à l'application finale. Donc il y a une chaîne de valeur, on a la possibilité de faire le carbon capture, la possibilité de faire la pyrogasification,
pour la fabrication d'H2, donc c'est l'H2 vert ou l'H2 bleu, renouvelable ou décarboné. Ce n'est pas des choses nouvelles, c'est des choses qu'on fait depuis de manière historique avec des produits prouvés. Le H2 peut travailler aussi avec la méthanation. Plusieurs façons de transporter l'hydrogène. Il pourra être gazeux par des tubes trailers, il sera aussi en liquéfaction. On pourra parler aussi d'injection d'H2 dans le pipe, mais ça pourra être aussi du méthanol, de l'ammoniac ou autre. Et les applications finales, comme la mobilité, donc beaucoup d'acteurs présents aujourd'hui avec la compression, les filling stations, avec des solutions on-board, l'industrie à décarboner, le storage, l'électricité storage avec les fuel cells et le power generation. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de solutions et de produits, donc des produits éprouvés. L'idée, c'est de développer des nouvelles solutions. On pourrait parler d'un Coriolis notamment qui est approuvé OEML pour les dispensers, des solutions Tescom qui sont présentes dans des dispensers également, ou des solutions d'analyse type Incus qui permettent d'avoir un taux de sécurité très intéressant. En plus de produits, on a la possibilité, on voit qu'il y a ce milieu, il y a beaucoup de start-up, de nouvelles sociétés. C'est difficile de faire de l'automation, du process, du pneumatique ou autre. Donc on est là pour dimensionner des solutions, des produits, mais également faire des sous-ensembles. Et ça, c'est intéressant pour les OEM qui grossissent et qui doivent exécuter des filling stations. Il y en aura peut-être 100, 150 à faire par année. On est là pour faire des sous-ensembles en pneumatique, en process, ou même d'autres types d'installations pour être plug and play, testés. Et comme vous le voyez ici, made in France. Donc on a la possibilité de faire des choses vraiment en France avec des ingénieurs ici basés en France. Donc c'est sur notre société de Chartres, ASCO. Et donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes pour avancer sur la chaîne hydrogène. Jérôme? Oui, donc on a vu, on est présent sur toute la chaîne de valeur avec des produits ou des solutions qu'on intègre. Ensuite, là, on va parler, on le voit en haut à droite, des usines de production massive d'hydrogène. Donc typiquement, on empile les électrolyseurs et on produit de l'hydrogène en grande quantité. Une usine d'hydrogène avec une succession de mise en batterie comme ça d'électrolyseurs, ça ressemble énormément à ce qu'on a fait dans les années 2000 sur le pétrole ou le gaz liquéfié. C'est-à-dire que les usines sont des assemblages, je dirais, de skids, des assemblages de différents packages. Et donc on a développé dans les années 2000, principalement pour les pétroliers, un système de contrôle-commande assez innovant qui permettait de réduire les infrastructures, les chemins de câbles, les locaux techniques, notamment ça réduisait le poids pour les bateaux par exemple, mais ça permet surtout de réduire les frais d'engineering, ça permet de réduire les frais de construction et d'accélérer la mise en service. Donc on a mis en place un système qui est ici, donc l'ICSS, c'est le système de contrôle et de sécurité, qui permet de réduire jusqu'à 10% le montant global d'un projet grâce au lot automation. Et donc cette technologie complètement numérique, elle est parfaitement adaptée aux usines d'hydrogène, qui sont elles-mêmes composées de packages. Donc ça, c'est quelque chose qu'on réutilise, qui marche très bien, qui permet de baisser le coût du CAPEX. Donc ça va dans l'idée de réduire le plus vite possible le coût d'installation de ces usines. Mais derrière, en utilisant les technologies numériques, la transformation numérique, là c'est du born digital, on construit numérique d'entrée de jeu, ça permet aussi de réduire le CAPEX en rentrant dans des logiques de maintenance prédictive et de data analytics, c'est-à-dire de management de la donnée. Et donc depuis les années 2000, on a rajouté la couche au-dessus, la couche software. Donc c'est là où on a, je vais utiliser des anglicismes, désolé, mais des data lakes, du data analytics, du machine learning, de l'intelligence artificielle pour déterminer les modèles de production et aider l'homme, les capacités cognitives humaines, à apprendre plus vite et donc à construire mieux et à opérer mieux le plus vite possible. Alors, hop, voilà. Donc aujourd'hui, si on regarde ce qui va se passer, aujourd'hui, on a, et ici vous en avez plein, des fabricants d'électrolyseurs qui font des électrolyseurs de 4, 5 MW, 6 MW. Et vous allez ensuite empiler ces électrolyseurs pour produire des usines de 20 MW. Donc la plus grosse qui existe aujourd'hui au monde, c'est Air Liquide Bécancour au Québec, qui est équipée d'un système Emerson d'ailleurs
qui pilote cette usine avec des électrolyseurs de 4 MW, je crois, qui sont pilotés par des automates. Et donc l'idée, c'est de produire des tranches de 100 MW qu'on va ensuite empiler. Une tranche de 100 MW, en gros, c'est un peu plus qu'un terrain de foot. Et donc l'idée, c'est d'arriver sur des usines de 200, 400, 500 MW. Donc là, par exemple, on vient d'avoir une commande aux États-Unis avec Mitsubishi Power qui va construire 10 tranches de 100 MW pour pouvoir produire de l'hydrogène à partir d'éoliennes, stocker dans des cavités salines et réutiliser cet hydrogène dans des turbines hydrogène 600 MW pour reproduire de l'électricité au niveau de l'État de l'Utah. Voilà. Donc, on voit que c'est en train de grossir, de se massifier. Par contre, la question, c'est aujourd'hui, personne ne sait faire fonctionner une tranche de 100 MW puisque ça n'existe pas nulle part dans le monde. Donc la question, c'est comment on va l'opérer. Quand on a un électrolyseur, on peut optimiser avec MATLAB, Excel, optimiser son modèle. Par contre, quand on est sur du 20 MW, ce n'est pas un électrolyseur 20 MW, hein, c'est déjà une usine. Donc comment on l'opère déjà, rien que cette usine de 20 MW Comment je démarre mes électrolyseurs? Un par un et je les monte en puissance. Un par un ou je les démarre tous en même temps et je les monte tous en puissance. Ensuite, qu'est-ce qui se passe si j'en ai un qui s'envole? Comment je gère? Si mon client me demande de réduire de 10% ma production pendant 3 jours, je réduis mes 5 électrolyseurs de 10% ou j'en arrête un? Et si oui, lequel? Celui qui fonctionne le moins bien, qui a le moins bon rendement, ou celui qui a la durée de vie estimée la moins bonne, celui qui s'use le plus vite? Et pour ça, j'ai besoin de données. Et c'est la même problématique après avec les tranches 100, 200, etc. Donc l'idée ici, c'est comment je fais pour construire au mieux et le moins cher possible ma tranche de 100 MW et l'opérer au mieux, apprendre le plus vite possible pour construire la deuxième un an plus tard, moins cher, pareil et moins cher, ou au même prix et mieux. Et donc le but de tout ça, c'est de pouvoir vraiment accélérer la courbe d'apprentissage le plus rapidement possible pour pouvoir construire moins cher, opérer moins cher et donc baisser le prix de l'hydrogène pour réussir à atteindre au plus vite un hydrogène bas carbone ou renouvelable au prix de l'hydrogène carbone capture, on va dire, autour de 3 € du kilo, on va dire. Donc là, l'idée, c'est de se dire, bon voilà, aujourd'hui, on sait que ces usines, ces tranches de 100 MW vont être construites en 2024-2025. Donc l'idée, c'est dès à présent d'avoir des jumeaux numériques qui modélisent justement ces différents équipements de l'usine. Alors là, je ne parle pas de jumeaux numériques 3D, jeux vidéo, Minecraft et compagnie. Je parle du modèle dynamique de fonctionnement de l'usine. C'est-à-dire qu'ici, on définit par exemple les caractéristiques d'une pompe, d'un réservoir, d'un compresseur, etc. Et quand je démarre mon objet virtuel pompe, ça me génère un fluide, etc. Ça me fait monter ma pression dans mon réservoir. Et donc, je pars du mass balance, du bilan matière, du bilan énergétique, et je crée un modèle dynamique pour fonctionner aux limites, et donc me générer de la donnée. Et si ce jumeau numérique, avec des équipements qui sont plus ou moins haute fidélité, je le couple justement à ce système de contrôle-commande pour automatiser, je peux déjà commencer à améliorer mes analyses fonctionnelles. Je peux valider mon design d'usine, je peux valider mon fonctionnement d'usine, et je peux commencer à jouer des scénarios. Comme je disais tout à l'heure, je démarre mes électrolyseurs un par un. Qu'est-ce qui se passe sur le traitement d'eau ou sur l'alimentation électrique globale si j'ai un électrolyseur qui tombe d'un coup? Et je peux commencer à générer de la donnée sur différents scénarios. Et l'idée, c'est d'alimenter ensuite une couche logicielle au-dessus. C'était la couche supérieure qu'il y avait dans le schéma d'avant, qui permet d'agréger ces données et qui permet en fait de trouver toutes les corrélations entre données, de créer des nuages de points, par machine learning, d'identifier des patterns, c'est-à-dire des modèles comportementaux d'usine. Et on définit des KPI dynamiques même, et on peut comme ça commencer à valider le design de l'usine en vrai, en simulé, mais on peut valider les hypothèses de conception. On peut commencer même déjà à former les opérateurs, c'est ce qui est écrit OTS, Operating Training System.
C'est-à-dire on peut commencer à former les opérateurs, à démarrer, arrêter, conduire l'usine avant même qu'elle soit construite. Et puis on accumule de la donnée. Et bien entendu, ce système Plant Management and Optimization est connecté à des paramètres externes comme les données météo, le prix de l'électricité, la demande simulée. Et en fonction de ces paramètres externes qui peuvent devenir des contraintes, optimiser les modèles de production, les scénarios de production. Donc, une fois qu'on a ça et que l'usine est construite, on change les ficelles, c'est-à-dire qu'on connecte le système de contrôle, non pas à des éléments virtuels, mais à des vraies données du terrain, des vrais organes qu'on pilote. Et toute cette usine va alimenter en temps réel, je dirais, la couche de modélisation au-dessus. Donc ça va nous permettre d'optimiser les modèles. Ça va nous permettre de valider vraiment toutes les hypothèses qu'on a faites, de se dire on s'est planté là-dessus, là on est bon. Les données réelles confirment les données simulées. Ça peut permettre aussi d'améliorer la qualité, la fidélité de certains éléments. Et puis si on n'arrive pas à modéliser, je dirais, un équipement avec les premiers principes, c'est-à-dire les équations thermodynamiques ou électrochimiques, etc., à partir du moment où on a des vraies données, on est capable avec les données de modéliser, de créer un modèle à partir des points. Donc, un peu comme on fait des polynômes du 20e degré, etc. L'idée, là, c'est vraiment d'avoir un modèle qui colle aux données réelles de l'équipement à proprement parler. Donc, on peut vraiment commencer à avoir des modèles un peu plus précis. Voilà. Et donc, l'idée après, c'est de recommencer le cycle, recommencer la boucle, et donc d'être en mesure de construire la deuxième tranche de 100 MW, soit pareil qu'on a construit la première parce que tout est très bien, on avait super bien fait le boulot d'engineering et de design, ou de rentrer dans un mode, je vois que vous rigolez, parce qu'on sait tous comment ça marche, ou alors de se dire, ah tiens, je vais modifier ci, modifier ça, et la deuxième tranche que je vais construire, elle sera mieux, au même prix, voire mieux et moins cher, le rêve de tout ingénieur et opérateur de production. Donc voilà l'idée. Et donc nous, Emerson, on a aujourd'hui, en plus d'avoir toute la gamme de produits et de solutions de terrain que Nico a présenté tout à l'heure au niveau de l'usine, tous les capteurs, tous les systèmes de contrôle commande, les vannes, les régulateurs, etc. On a également les logiciels de modélisation, les jumeaux numériques ici, dynamique de terrain, la couche Data Analytics et Machine Learning au-dessus. Et donc, on peut, je dirais, accompagner le développement de cette filière avec ça. Voilà. Après, les données qui seront dans le cloud sont disponibles pour plusieurs utilisateurs. Et on les dispatche en fonction de l'utilisateur. Et tout ce que je viens d'expliquer pour les usines de production massive, on va aussi l'avoir disponible pour les stations de distribution d'hydrogène. Donc une station, c'est en gros des tubes trailers qui sont remplis par les usines de production massive, compresseur, stockage, cycle de refroidissement, et puis dispenser pour faire le plein. Et donc là encore, nous, Emerson, on a, je dirais, la chaîne de valeur complète de cette partie-là de la chaîne de l'hydrogène, à savoir que dans le dispenser, on a tout ce qu'il faut pour mesurer la pression, la température, le débit massique, c'est-à-dire la quantité en kilos d'hydrogène injecté, et puis les interfaces de communication vis-à-vis de l'automate qui va piloter la station complète, au niveau contrôle commande, au niveau sécurité. Et on a également des détecteurs de fuite de gaz ou des détecteurs, notamment d'hydrogène, des détecteurs de flammes d'hydrogène qui viennent au niveau du balance of plant, on va dire, de la station, compléter ce qu'il va y avoir dans le dispenser. Et bien entendu, on travaille avec les compressoristes. Dans les compresseurs, vous avez par exemple aussi des capteurs de chez nous au niveau de la pression, des vannes de régulation, etc. Donc en fait, on est vraiment le fournisseur de technologie pour accompagner l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène. Et encore une fois, quand il y a des capteurs ou des équipements qui n'existent pas pour des nouveaux usages, typiquement le débitmètre ici, c'est un débitmètre massique d'hydrogène qu'on a développé pour la distribution d'hydrogène. On avait déjà des débitmètres massiques qui mesuraient l'hydrogène dans les raffineries, dans les aciéries, etc. On sait mesurer l'hydrogène en quantité kilos depuis des années. Mais là, on l'a développé pour les hautes pressions. Voilà. Et quelques références ensuite. Je crois qu'on n'a plus trop le temps. Pour finaliser,
Il reste 2 petites minutes. C'est pas que des slides, c'est vraiment des expériences. Donc on a divisé en 3 applications. Donc les OEM, les fabricants de briques technologiques en HRS ou en électrolyseur. La partie production et des solutions innovantes. Donc l'idée, c'est d'offrir les solutions sur les HRS, également les électrolyseurs. Vous voyez, on a un footprint de 1,1 gigawatt sur la production chloroalcaline, déjà éprouvée avec nos solutions de contrôle-commande. Au niveau de la distribution, peut-être mettre en valeur Bécancour, 20 MW, mais on aurait pu parler de Enagas, 10 MW, avec des solutions de PEM sur lesquelles on vend les produits, mais également le contrôle-commande. Jérôme a détaillé le projet UTA, où il y a du stockage d'hydrogène dans des cavités salines. On en parle beaucoup et il y a beaucoup de développement en Europe. Donc on a déjà des références sur ce genre de projet. Et peut-être des solutions qui sont innovantes, mais on avance beaucoup dessus. C'est notamment le projet Poséidon, Neptune. Donc c'est une plateforme offshore avec une windmill qui produit avec un PEM électrolyser de Nel 1 MW de l'hydrogène. C'était la première fois que ça a été fait et on fait le contrôle-commande là-dessus. Peut-être un projet intéressant qui est le projet Monolith qui craque du méthane renouvelable et sur lesquels on est sur les premiers pilotes au niveau produit mais également solution. Donc voilà des choses qui existent déjà et voilà. Merci pour votre écoute. Merci à vous. Puis on est à disposition s'il y a des questions pour après. Oui. Non, pas de questions. On peut en parler dehors. On va laisser la place aux autres. Ok, on reste dehors à côté.